Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour illustrer le principe de l'intégration nerveuse. On va prendre l'exemple du motoneurone. C'est pour ça qu'on fait le lien avec le réflexe myotatique, dont on a parlé dans un autre chapitre. Et dans ce réflexe myotatique, vous avez ici en rouge représenté le motoneurone, le neurone moteur, qui envoie l'ordre de contraction au muscle qui s'étire. Et on va pouvoir aussi prendre cet exemple pour montrer que lui, il réalise en permanence une intégration nerveuse. Alors, il faut être précis sur les contacts synaptiques qu'il reçoit. Vous avez déjà ici en violet un neurone, un T, donc un neurone sensoriel, qui est connecté directement au fuseau neuromusculaire et qui va donc apporter une information sensorielle qui correspond à l'étirement du muscle. Donc là, ici, ce neurone violet va faire une synapse avec le motoneurone. Premier contact synaptique possible. Vous avez évidemment un neurone moteur qui peut provenir directement donc des voies pyramidales du cortex moteur primaire. Et ici, donc ce neurone du cortex moteur, lui aussi peut faire une synapse avec le motoneurone, une synapse excitatrice. Et vous avez enfin deux autres neurones à considérer. Là, on est sur le muscle antagoniste, le muscle fléchisseur. Là, on était sur l'extenseur. Et dans ce muscle fléchisseur, il y a aussi des fuseaux neuromusculaires, puisque ce muscle peut être amené lui aussi à s'étirer. Mais si ce muscle s'étire, il va être, via le réflexe myotatique, amené à se contracter. Et donc il ne faut pas au même moment où il se contracte que le muscle extenseur se contracte, sinon le mouvement n'est pas possible. C'est pour ça qu'ici, le neurone sensoriel en bleu, qui est aussi un neurone en T, va apporter l'information ici d'un étirement, mais va, via un interneurone, provoquer l'inhibition du motoneurone. Donc là, on va avoir une synapse inhibitrice entre l'interneurone et le motoneurone pour empêcher au muscle extenseur de se contracter quand le fléchisseur va être lui aussi amené à se contracter. Pour illustrer tout ça, j'ai représenté ici les différents acteurs de cette réponse, de cette intégration. Vous avez ici le neurone qui vient directement de mon cortex primaire, la terminaison axonique du neurone pyramidal, qui réalise une synapse excitatrice avec motoneurone ici en violet. Vous avez aussi la terminaison axonique du neurone sensoriel, neurone en T, qui amène l'information du muscle qui s'étire, qui lui aussi réalise une synapse excitatrice. Vous avez aussi un deuxième neurone sensoriel qui vient du muscle antagoniste et qui va chercher à bloquer le motoneurone. Donc là, il réalise une synapse avec ce petit neurone qu'on appelle un interneurone, qui lui, au contraire, va réaliser une synapse inhibitrice. Donc mon motoneurone ici est mon neurone intégrateur. Vous voyez, il va recevoir des messages simultanément ou dans un temps très court de ces trois types de synapses, des messages excitateurs ou inhibiteurs, et il va devoir réaliser l'intégration de cet ensemble de ces informations. Et l'intégration, il n'y a que deux réponses possibles. Soit cette intégration conduit à l'émission d'aucun PA, donc le muscle ne se contracte pas. Au contraire, l'intégration conduit à une certaine fréquence de PA et à la contraction du muscle. Voilà donc les acteurs de cette intégration. Dernière chose avant de voir le détail, il faut considérer ici qu'on a deux synapses différentes, une excitatrice et une inhibitrice. La synapse excitatrice, donc vous avez évidemment l'arrivée des potentiels d'action dans les méandres présynaptiques, qui provoque l'exocytose des vésicules, la libération des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont s'ouvrir, permettent à la membrane d'être perméable et créer, on le voit ici si on met des microélectrodes et un oscilloscope sur l'élément postsynaptique. N'oubliez pas que ce neurone violet, c'est mon neurone intégrateur. Et cette synapse, lorsqu'elle fonctionne, fait naître en fait une légère dépolarisation. On voit que on est passé de le potentiel de repos du neurone postsynaptique intégrateur de moins 110 mV, il est passé à moins 50 mV. On parle d'une légère dépolarisation, et c'est ce qu'on appelle une synapse excitatrice. Alors vous vous rappelez, si je zoome sur la membrane de l'élément postsynaptique, on sait expliquer de manière simple cette légère dépolarisation. On a ici les neurotransmetteurs en vert qui se sont positionnés sur les récepteurs de la membrane de l'élément postsynaptique, et ce sont des protéines canal qui se sont ouvertes par le complexe formé neurotransmetteur-récepteur, et ce canal est un canal par exemple sodique qui va laisser passer les ions sodium. Donc si j'ajoute des charges positives sous la membrane de l'élément postsynaptique, je crée cette légère dépolarisation. Voilà le principe de fonctionnement d'une synapse excitatrice. Si on compare avec une synapse inhibitrice, le départ est identique, vous avez toujours des PA qui arrivent, qui provoquent l'exocytose. L'exocytose va libérer des neurotransmetteurs qui vont eux aussi se fixer sur des récepteurs présents sur l'élément postsynaptique. Par contre, si on regarde l'état du potentiel justement ou de la tension de mon neurone postsynaptique intégrateur lorsqu'on fait fonctionner une synapse inhibitrice, vous remarquez que on enregistre une légère hyperpolarisation, puisque momentanément le potentiel où la tension de mon neurone postsynaptique ici est plus proche de moins 80 mV que moins 70 mV. Donc on parle d'une légère hyperpolarisation. Et évidemment, on s'aperçoit ici que
autant lors de la légère dépolarisation, s'approcher du fameux potentiel seuil nécessaire à la genèse des PA, autant là, par cette hyperpolarisation, on éloigne le potentiel du neurone postsynaptique du seuil nécessaire à la genèse d'un PA. Donc ici, on a une synapse qui augmente la probabilité de faire naître un PA, le terme d'excitatrice, et là, au contraire, on a une synapse, lorsqu'elle fonctionne, en éloignant le potentiel de repos du neurone ici du seuil nécessaire à la genèse des PA, diminue le risque de faire naître un PA, et on appelle ça une synapse inhibitrice. Alors là aussi, on peut expliquer de manière très simple l'hyperpolarisation que crée une synapse inhibitrice. En fait, sur la membrane de l'élément postsynaptique, il y a des récepteurs aussi, qui fixent des neurotransmetteurs, alors des neurotransmetteurs différents de ceux-là évidemment, qui eux ouvrent des canaux, par exemple chlore, Cl-, et si je fais rentrer des ions Cl-, évidemment, cela explique l'hyperpolarisation. J'ajoute des charges négatives, et je crée une hyperpolarisation qui, je le répète, éloigne le potentiel de ce neurone postsynaptique du seuil nécessaire à la genèse d'un PA. Voilà le principe de la synapse inhibitrice. Donc maintenant qu'on a tout compris, on va mettre tout ça en pratique.